Laurent Roland Toninquès, bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue. Oui, merci. On démarre par ce fait d'actualité qui secoue la classe politique, le monde sportif et puis généralement la toile. Donc au Bénin, depuis le vendredi dernier, s'agissant donc de la démission du ministre Oswald Omeki, ou en tout cas prétendue démission, puisque d'aucuns quotidiens parlent ce matin d'un limogeage déguisé. On en reparle dans l'actu décalé, mais avant, la primeur titre ce matin, Laurent, j'aimerais vous entendre là-dessus rapidement. Démission du ministre Oswald Omeki du gouvernement vendredi dernier. Grosse surprise du pipeau ou une stratégie politique? Alors, à première vue, quand on regarde la manière dont les choses sont passées, les premiers mots qui sont attribués au ministre des Sports, oui. Je suis tenté Même de si dire... certains quotidiens nous disent encore ce matin que le ministre dit n'avoir pas encore donné les raisons de sa démission. Alors, mais c'est vrai que oui, on a vu sur la toile des propos qui lui sont attribués selon lesquels justement il s'agirait pour lui, pour que les uns et les autres comprennent de quoi il s'agit, Laurent Roland Toninquès, donc pour lui de prioriser l'intérêt du peuple. Alors, quand vous regardez la relation entre les deux hommes, entre Patrice Talon et Oswald Omeki, quand vous regardez la relation entre ces deux personnalités, leur parcours, en tout cas, ce n'est pas en 2016 qu'ils se sont connus, ils se sont connus en 2016. Et vous connaissez le parcours, ce que Omeki est pour Patrice Talon, ce que Patrice Talon est pour Oswald Omeki, et ce que Omeki représente dans la famille de Patrice Talon aujourd'hui. Et quand on dit que Omeki a décidé de démissionner et qu'avec les premiers mots qu'on lui a attribués, c'est qu'il ne voulait pas trahir le peuple, je suis heureux de dire, attention, n'allez pas dormir sur vos lauriers. Parce que Omeki, en réalité, incarne quelque chose. D'accord? Et ce quelque chose qu'il incarne peut être utilisé pour des batailles futures. Et dans une certaine mesure, quand on dit que c'est parce qu'il aurait clairement dit, et que je vous rappelais que sur ce plateau, je l'ai dit, qu'en réalité, ce que Omeki a fait en déclarant que si Olivier Boucault était candidat, que c'était une agitation, je l'ai dit sur ce plateau. Et donc, si c'est ça, quelque part, oui, on a raison de le rappeler à l'ordre parce qu'en tant que ministre de la République, appartenant à un groupe donné, notamment à une formation politique, il y a ce qu'on appelle la dynamique du groupe dans une certaine mesure. Et donc, il ne saurait prendre fait et cause directement pour un candidat, même si celui-là est l'ami de l'ombre ou bien le bras entre griffes, l'autre bras assez long du chef de l'État. C'est qu'il fallait mettre du bémol, faire très attention dans toute prise de position. Maintenant, quand on fait une somme, moi je dis, tu continues de dire, attention, n'allez pas dormir sur le laurier. Quelqu'un a démissionné dans ce pays de la Cour constitutionnelle, mais est devenu le premier chef, le chef de la première formation politique qui soutient le chef de l'État. Donc, attention, oui, on peut me faire croire aujourd'hui que Omeki et Patrice Talon ne s'entendent plus, mais quand je me réfère à ce qui liait les deux hommes et ce que l'un représente pour l'autre, attention, moi je ne dors pas sur mes lauriers. Je pense qu'il y a peut-être un coup qui se prépare encore. On en reparle de toute façon, Laurent Roland Toninquès, dans l'actu décalé, plus en détail. Je précise que les uns et les autres pourront nous appeler au 96 76 68 68 pour nous dire ce que leur inspire donc cette démission de Oswald Omeki. Mutation, Laurent Roland Toninquès, ce matin nous apprend, nouvelle mutation à proprement parler, nous apprend que l'ancien président de la République dont vous avez failli dire le nom tout à l'heure, Thomas Boniyayi, était au chevet des premières victimes de la fermeture de la frontière Bénin-Niger. Oui, je ne le dirai jamais assez, la nature a horreur du vide. Et quand vous ne prenez pas faire cause pour certaines personnes en difficulté ou bien vous ne faites pas ce qu'il faut faire nécessairement, c'est que celui qui est là, qui estime que ce qu'il faut faire, c'est ça, il le fera. Et c'est pourquoi que je dis que parfois, le gouvernement de la République pèse par habitude parfois, malheureusement. C'est-à-dire que ce qu'il doit faire au premier abord rapidement, ils ne le font pas. Et c'est peut-être après, quand on voit certains acteurs mobilisés, qu'en mettant en sort de son sommeil, on veut agir. C'est pour dire quoi? Nous n'avons pas demandé, on ne demande pas à Patrice Talon de descendre sur tous les terrains où il y a des problèmes. Mais on lui dit simplement d'être proactif sur certaines réalités qui
constituent des problèmes pour les citoyens. Quand c'est comme ça veut dire que Boni Yayi n'aura pas de terrain sur lequel il peut aller surfer. Quand on disait ici que la fermeture des frontières va créer de dommages aux transporteurs, à beaucoup de Béninois, c'est-à-dire que les gens ont tout fait de dire que nous, en disant qu'il ne faut pas fermer les frontières, qu'on fait l'apologie des coups d'État et qu'on donnait raison aux putschistes, aucunement. Parce que tenez compte des problèmes de vos citoyens, concitoyens. Tenez compte des difficultés de vos compatriotes. Quand vous le faites et que vous mettez dans la balance, vous savez quelle décision prendre, quelle décision appliquer, quelle sanction appliquer. Et là, ce n'est pas vous qui perdez, mais en réalité, c'est que vous aidez les populations et en retour, vous avez le retour de la sanction à tout moment. Mais quand vous prenez des mesures et vous rendez des centaines de familles en difficulté, et que lui, l'autre, l'ancien chef de l'État, qui aime les activités, qui ne veut pas se reposer, quand il trouve un terrain favorable, vierge, il veut aller surfer sur le terrain. Et vous ne pouvez plus lui interdire d'aller faire ça. Et quand il le fait, c'est que ça le monte, ça, lui, dans la popularité, en tout cas, sa popularité augmente chaque fois. Et vous, qu'est-ce que vous, même si vous avez dit que oui, que vous ne voulez pas de popularité, que vous souhaitez être célébré à la fin de votre mandat, il y a des choses qu'il ne faut pas faire parce qu'à l'allure où vous font les choses, à force de laisser le terrain comme ça, pour que Boni aille surfer là-dessus. Si les ministres, le gouvernement s'était véritablement penché sur la situation des transporteurs, des familles, centaines de familles qui sont divisées au niveau des frontières aujourd'hui, c'est que Boni n'aura pas de terrain sur lequel il peut aller surfer pour faire ce qu'il est en train de faire. Donc, si vous ne le faites pas, il le fera et vous ne pouvez pas lui faire le procès. Et c'est pourquoi ceux qui tentent de faire un procès à Boni, je dis, ils ont tort. Ils ont tort. La nature aurait du vide. Quiconque laisse du terrain, non, comment vous appelez, vous laissez un terrain non défriché, quelqu'un d'autre viendra le faire à votre place. Si c'est votre responsabilité que vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera. Et la personne recevra comment vous appelez, les lauriers, c'est ça? Les lauriers, la reconnaissance. les reconnaissances. Donc, quand on regarde, par exemple, ces mains, par exemple, et quand on dit que dès les premières heures, automatiquement, Boni Yayi était la première personne à aller descendre là-bas. Avec toute la foule qui l'accompagne. Même si les ministres sont partis. Salon a dépêché ses ministres. Non, écoutez, regardez, vous savez, vous êtes journaliste comme moi, dans tout le monde entier, parfois, c'est même 2 personnes qui décèdent dans une trame et le chef de l'État descend pour aller s'enterrer. Oui, mais attendez, oui, c'est sa marque déposée. Oui, voilà. Patrice Talon, c'est sa marque déposée. Voilà. C'est sa marque déposée. Mais je crois oui, je crois que tous les présidents de République ne descendent pas non, systématiquement. Mais au moins, il y a un certain nombre de faits. On dira qu'ils ont pris en charge les victimes. Non. Ben voilà. Ce que je dis, Ahmed Harikpa, ce que je dis, c'est très simple. C'est-à-dire, nous sommes dans une situation où l'absence de Patrice Talon sur des terrains et sur des questions essentielles donne de l'activité à Boni Yayi, qui en réalité qui profite. Mais oui, Patrice Talon est occupé. Yayi Boni apparemment n'est pas occupé. Yayi Boni apparemment n'est pas occupé. Non, merci pour la conclusion. De toute façon, il aura été devancé sur le terrain par un Sakalafia ou même par un certain Badabassi. Je parlais de Yayi Boni. Oui. Non, mais justement, des transporteurs dont les camions sont bloqués. Non, quand vous voyez les transporteurs, il a été devancé. Mais ceux qui sont allés les voir, on fait quoi? C'est pour aller recenser des problèmes. Et pourtant, ils connaissent les difficultés. Pour moi, c'est... Yayi Boni aussi connaît leurs difficultés, donc qu'est-ce qu'il est allé faire? Boni Yayi... Je peux pouvoir vous retourner la question. Oui, mais justement, je vous explique simple. Boni Yayi n'est pas au pouvoir. Boni Yayi sur le terrain pour aller parler vaut 2 milliards, 3 milliards que Patrice Talon mettra dedans. En réalité, c'est quoi? Vous pensez que... Non, Patrice Talon est au pouvoir? Salé au pouvoir? Attendez. Non, parce que vous avez fait allusion à cela, en fait. Salé a été la première personne à ouvertement... Le député d'ailleurs. Oui, voilà, à prendre ouvertement la parole pour dénoncer ce qui s'est passé. Et ça, je le félicite pour ça parce que c'est un courage qu'on n'a pas. Parce qu'étant quand même un député de la mouvance. Voilà, et donc avec les députés, on n'a souvent pas cette audace-là dans certaines mesures. Donc, ce que je dis, c'est-à-dire quoi? Et que Boni Yayi peut aller quelque part aujourd'hui les mains vides. Mais malheureusement, les mains vides qu'il va là-bas, c'est qu'il sera beaucoup plus apprécié que si Patrice Talon faisait très vite pour aller voir les victimes ou les personnes en difficulté. Donc, vous pensez que par crainte que Boni Yayi aille sur le terrain pour recueillir des lauriers, le chef de l'État devrait le devancer à chaque fois? Écoutez, il y a des causes. Je ne dis pas que pour le cas de Malanville, je ne dis pas que le chef de l'État doit se rendre à Malanville, mais c'est-à-dire qu'il fallait réfléchir sur les difficultés que les transporteurs pourraient avoir pour empêcher que des gens viennent surfer sur ce terrain
politiquement. Par exemple, ça n'est pas loin de Cotonou. On peut souhaiter qu'il descende là-bas. C'est évident que si c'était Yaya Iboni qui serait déjà allé 2 ou 3 fois. Ouais. Et qui serait allé rendre visite même aux familles des victimes chez elles. Voilà. Le même jour où il était là-bas. Ben voilà. Ça, c'est le style Yaya Iboni qui n'a rien à voir avec le style Patrice Talon. Il y a des comportements de compassion qui touchent beaucoup plus les humains. Allez, restons dans le milieu de la politique. Laurent Roland-Tononiquet avec le Dynamisme Info ce matin qui parle de Dauphina pour 2026. Des indices que Patrice Talon ne fera pas un choix et un peu plus bas. Potentielle candidature pour 2026. Diock Benou n'a rien à craindre. Alors, il se peut que Patrice Talon ne choisisse pas clairement un dauphin. Vous savez, de 1996 à 2006 ou 2011, Patrice Talon a foncé d'une manière assez simple. C'est-à-dire que s'il y a 3 candidats en liste, il finançait tous les candidats. De sorte à être sûr, quoi. De sorte à être sûr. Donc, au second tour, il finançait les 2 camps, en tout cas au second tour également, mais en faisant l'effort de déposer sur la table ses projets, ses attentes. Évidemment. Et donc, quelle qu'en soit la situation, quiconque devient président, c'est qu'il est redevable. Il doit faire quelque chose. Alors, en l'état, quand on regarde cette manière de fonctionner, on voit ce qui se passe aujourd'hui, Patrice Talon a tout intérêt à ne pas peut-être ouvertement choisir le dauphin. Bon, maintenant, certains vous diront qu'ils ont les institutions en main et qu'ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. Mais attention, cela n'a jamais payé à 100%. Mais toujours est-il que dans la mouvance, comme dans l'opposition, des gens peuvent être financés par le même Patrice Talon aujourd'hui, qui met dans la balance tout ce qu'il veut et en même temps, en mettant sur la table en même temps à chaque candidat, voilà si tu es président, voilà ce que tu ne dois pas faire et voilà ce que tu dois faire. Parce que si tu le fais, si tu vas sur le terrain, on ne va pas s'entendre. Donc, du coup, il peut le faire comme ça et ça peut marcher pour lui. Puisque toute tentative d'un pouvoir, d'un président sortant, pour s'assurer ou s'imposer un dauphin en griffe au Bénin n'a pas marché. On a eu l'expérience de 2006 avec le général Mathieu Koko où ses proches, les Amoussou Bruno et autres, ont tout fait pour que quelqu'un de leurs soit président. Ça n'a pas marché. En 2016, on a pu voir comment est-ce que Boni Yayi s'est investi personnellement pour que son dauphin puisse prendre le pouvoir. Ça n'a pas marché. Donc, les mêmes causes... Même ces larmes n'ont rien changé. Voilà. Donc, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il se peut que dans cette dynamique-là, si Patrice Talon veut à tout prix nous imposer un candidat, ça peut ne pas marcher. Donc, oui, quand on regarde un peu ça, on peut se dire oui, peut-être qu'il ne choisira pas de dauphin parce qu'il connaît un peu la classe politique béninoise, il sait comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, vers la fin, comme je vous ai dit, à partir de 2024, je ne fais même pas allusion à la démission supposée de Ozadomeki. Il a dit que c'est le vrai visage des acteurs politiques. Ça va continuer à s'afficher à partir de 2024-2025. Donc là, vous allez comprendre qu'il y aura intérêt à négocier avec tous les courants politiques. On sait bien, je ne trahis aucun secret, que des candidats, des partis dits d'opposition actuellement ont reçu le soutien de certaines personnes de la mouvance et donc sont des, excusez beaucoup, des formations fait valoir. Donc le monsieur ne manquera pas de mettre encore cette stratégie en place pour, même si il a la certitude que, bon, il contrôle certaines institutions. N'oubliez pas que la Cour qui a déclaré la victoire de Boni Yayi en 2016 a été installée par Mathieu Kérékou. N'oubliez pas que la Cour qui a déclaré la victoire de Patrice en 2016 a été installée par Boni Yayi. Donc, les hommes, on peut avoir l'impression de maîtriser les institutions, mais à tout moment, ça peut lâcher. Je prends le cas de Dame Elisabeth Poyon, qui a été présidente de la Cour constitutionnelle. On a pu voir comment est-ce qu'elle a eu le courage de dire ce qu'il fallait dire. Donc, autant de choses sur lesquelles de ne pas se donner, en fait, s'il se donne l'impression qu'il maîtrise les institutions, il peut être surpris. De toute façon, la Constitution est claire par rapport à la séparation des pouvoirs. Laurent Roland-Tononiquet. La Constitution est claire. Je ne dis pas le contraire. Mais le constat est là. En fait, ne pas reconnaître la réalité que nous avons en face, c'est comme si on est aveugle. Écoutez, la Sénat est majoritairement composée des gens qui ont fait BR et UP. Attendez. Des gens qui ont prêté serment.
Écoutez, c'est comme si que parfois, quand vous voulez tirer sur ça, j'ai comme l'impression que vous ne comprenez pas la réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, on peut se donner ce courage-là pour dire oui, que les hommes sont indépendants et que oui, que les institutions sont autonomes. Oui, tout ça, c'est un discours. Absolument. Quand on sait la manière dont la politique a été faite de 2016 à aujourd'hui, où des acteurs politiques n'ont pas de gêne à faire allégeance, en tout cas, jure vie et mort à un homme politique, parce que dans une certaine mesure, autant qu'ils sont, malheureusement, beaucoup parmi eux, on continue de sauvegarder les cadavres dans les placards de la morgue ou du CNHU. Et ils savent qu'à tout moment, par pagaille, s'ils font tant de fois une pagaille, on peut ressortir le cadavre des placards pour leur dire, écoutez, tu te rappelles de ça. Donc, il y a cela qu'il faut mettre dans la balance. En tenant compte de ça, on doit pouvoir réfléchir autrement. Les gens peuvent nous surprendre. Et c'est d'ailleurs ce que nous souhaitons, qu'ils nous surprennent en 2026 en disant réellement ce qui est sorti des urnes. Ce n'est pas impossible. Mais pour le moment, nous avons raison d'avoir des réserves pour dire attention, ça peut ne pas être ce que nous voulons. Dans la perspective des élections de 2026, toujours, Dynamisme Info titre ce matin, potentielle candidature pour 2026, Job Renou n'a rien à craindre. Il a beaucoup de choses à craindre. Comment il n'a rien à craindre? Non, il a beaucoup de choses à craindre. Job Renou a beaucoup de choses à craindre. Il ne sera pas, même s'il était candidat, rien ne garantit qu'il sera élu aussi facilement. C'est-à-dire, comme je le dis, le vote passé vous suit en politique, malheureusement. Et son passé à lui est très récent. Contrairement à d'autres acteurs dont le passé est lointain, mais son passé à lui est très récent. Et donc, on a pu voir aussi ce que le passé très récent lui a causé comme dégâts en janvier 2023. Donc, il a certainement beaucoup de choses à craindre. Parce que d'abord, au sein de la formation, l'Union progressiste du renouveau, il doit d'abord faire l'unanimité. Je ne trahis aucun secret en disant que dans cette formation, il ne fait pas encore l'unanimité. Il ne fait pas encore l'unanimité. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il doit chercher à corriger d'abord. Et c'est dès lors qu'il aura fini de faire l'unanimité, qu'il peut s'assurer que peut-être il y a des primaires au sein de la formation, qui peut prendre le dessus et être candidat de la formation politique. Mais n'oubliez pas que l'aile dure du Koufo reste toujours soudée. Il y a l'aile du Koufo. Il y en a parmi eux qui font toujours allégeance à Bruno Amousso. À Mousso Bruno. Mais qui, après son éviction ou son éjection de la tête de l'Union progressiste, est allé devenir très silencieux. Et ça, c'est quelque chose à craindre. Parce que n'oubliez pas que ce monsieur, tout comme Albert Tewedje a appelé le renard de Diakotomé. Et donc, il faut faire très attention avec lui. Qu'est-ce qu'il mijote en silence avec les acteurs politiques du Koufo? Personne ne le sait. Donc, c'est un ensemble de choses. Donc, il a beaucoup. En parlant du Koufo d'ailleurs, le même quotidien, Dynamisme Info, estime que cette démission, par exemple, de Omeki vient effacer le Koufo du gouvernement. Est-ce qu'il y a matière à faire un lien entre tout ça? Oui, en fait, quand vous regardez on parle du silence de Amousso Bruno, oui, du Koufo, qui sort du gouvernement, qui efface donc les traces du Koufo. Oui, en cela, on peut être tenté de croire un peu à la démission de Ozal Omeki. Parce qu'ils vous souviennent qu'avant 2023, il y a un nom qui avait circulé abondant, et ce nom, c'est un fils de Koufo qui devait prendre la tête de l'Assemblée nationale. Je parle de Gérard Benanchi. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'il ne soit plus président de l'Assemblée nationale et que ce soit Louis Vlavonou qui a été reconduit? Donc maintenant, quand on tient compte de ça et qu'on tient compte du silence de Amousso Bruno et en griffe la démission de Ozal Omeki, on peut bien se poser des questions. Mais toujours est-il que même si Omeki part, il y a quand même peut-être des centaines de fils de Koufo que Patrice Talon peut toujours nommer ministre des Sports. Donc, ce n'est pas encore fini. Attendons de voir qui sera nommé là. En tout cas, Job Renou a donc matière à craindre selon vous, Laurent, Roland, Tonéi, qui est... Pendant ce temps, justement, l'autre parti, presque si à moi, j'ai envie de dire... de l'UPR, à savoir le BR, a lancé officiellement une tournée nationale de remobilisation, c'est bien cela. Le BR a lancé donc une tournée nationale de remobilisation
ABT annonce les changements donc majeurs opérés aux militants de Ouida, Alada et Calavi. Oui, quand on regarde les résultats du parti Bloc républicain dans la 6e et la 5e circonscription électorale, il y a matière à revoir. À revoir tel que les choses se passent dans ces circonscriptions électorales, parce que sur la multitude de députés qu'il fallait avoir pour la 6e, par exemple, l'Union progressiste s'en est sortie avec 3. L'Union, comment vous appelez, le 3 ou 4 4. Attends, je crois que c'est 3. Hein. Je n'ai pas les chiffres. Oui, attendez. Il y a 2 pour le bloc, pour les démocrates. Le bloc républicain a eu un seul député, tout comme 2019, ça n'a rien changé. Et quand vous allez dans la 5e, c'est également la même situation. Ils n'ont pas réussi à avoir beaucoup de députés. C'est l'Union progressiste qui a pris encore le dessus. Et donc, quand on regarde un peu ces chiffres aujourd'hui, il y a matière à remobiliser la troupe et à changer de stratégie. Parce qu'on ne peut pas comprendre que sur des élections successives, en tout cas quand on parle des élections législatives, que le BR peine à s'imposer dans cette zone. N'oubliez pas que celui qui est élu député dans la 6e, par exemple, était conseiller communal quand même. Et il a été élu député de 2019 à 2023, mais malheureusement, il n'a pas réussi avec sa troupe à mobiliser, en tout cas à avoir de nouveaux soutiens pour avoir au moins 2 députés dans la zone. Il y a ce problème qu'il faut régler. Et il faut aussi travailler à ce que les bonnes personnes soient dénichées pour être positionnées, parce qu'on sent un peu que au niveau de l'Union progressiste, du bloc républicain, pardon, il y a des erreurs politiques qui sont faites. Quand on regarde les positionnements pour les législatives passées, il y avait clairement, on pourrait comprendre, en tout cas pour quelqu'un qui analyse un peu la politique de la 6e, pourrait comprendre d'office que c'était l'échec déjà à l'avance. Pourquoi? Parce que des gens les positionnements tels qu'ils ont fait le positionnement, ils n'ont pas tenu compte des vrais acteurs qui mouillent le maillot sur le terrain. Et les gens sont même allés voir ABT. Et je crois l'honorable Hassan Seyou pour se plaindre. Je connais des jeunes qui sont allés les voir pour se plaindre. Et puis après, ils ont sorti une première liste, après ils ont sorti une seconde liste. Et n'oubliez pas que je connais au moins des gens qui sont du bloc républicain, mais à cause des positionnements, sont allés faire la campagne pour l'Union progressiste. Et d'autres formations, certains parmi eux ont préféré rester silencieux. Certains ont préféré mouiller le maillot pour les démocrates silencieusement pour dire aux gens, allez voter pour les démocrates, moi je ne suis pas dedans. Certains ont carrément fait l'Union progressiste. Je ne vais pas citer non, mais au fond, en leur sein, il y en a plein qui l'ont fait. Et je ne rappellerai même pas celui-là qui aussi en 2019 avait demandé que les gens votent pour les autres formations politiques et de laisser sa formation politique qui ne l'a pas positionnée. Donc le BR a ce problème qu'il faut régler aujourd'hui. Donc si ABT prend conscience à 3 ans des élections de 2026 qu'il faut remobiliser la troupe et de revoir les stratégies, je crois qu'il finit par se rendre compte de la vraie politique au Bénin. Autrement, nous serons là en 2026. Je ne suis pas oiseau de mauvais augure, mais à la lutte où vont les choses, entre les 2 formations politiques qui soutiennent, les 2 grandes formations politiques qui soutiennent le chef de l'État, soit le BR ou l'Union progressiste, et notamment le BR, une formation risque de disparaître. Wait and see, Laurent Roland, Antonin Kess. Ceci, par contre, est déjà une réalité. Et là, nous sommes à Parakou. Le quotidien Le Matinal en parle. Assainissement des villes, la SGDS atterrit à Parakou. Plus de 80 agents de salubrité recrutés et formés. Je voudrais ce matin rendre hommage à tous ces agents de la société de gestion des déchets de salubrité pour dire que ces personnes font un travail assez remarquable. Quand vous sortez à 0 heure, vous les voyez seuls sur la voie en train de balayer et nettoyer. C'est vrai. 0 heure, 1 heure du matin. 1 heure du matin. Moi, je suis un bon... Parfois 2 heures. Voilà. Il m'arrive parfois de circuler la nuit. On sait que vous êtes un noctambule. Non, beaucoup d'activités la nuit. Non, je ne fais même pas d'activité. La nuit, noctambule que je suis, je me promène dans la ville pour essayer de voir comment ça se passe. Faites attention à vous quand même. Non, je sais que non, mais vous ne me reconnaîtrez pas. De toute façon, rassurez-vous, vous ne me reconnaîtrez pas. D'accord. Mais je sais que beaucoup de choses se passent la nuit. C'est dans la nuit parfois que vous voyez les vrais mouvements des acteurs politiques. Bien sûr, bien sûr. Les acteurs politiques de Clavier. Vous n'avez d'ailleurs aucune crainte. Mais je sais comment vous fonctionnez la nuit, quoi. Rassurez-vous. Donc, ce que je veux dire, c'est-à-dire que vous voyez ces agents la nuit, là, qui font ce travail. Parmi ces agents, il y a des femmes.
Il m'est arrivé d'aller questionner une femme. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai 3 enfants. Voilà, voilà. Mais le papa n'est plus là. Je dois me battre. Donc, tout ça là. Il y a des gens, des jeunes qui te diront clairement, j'ai la licence, mais je n'ai pas trouvé du boulot. Donc, pour le moment, je fais ça d'abord la nuit. Avant cette enfance que les Africains allaient balayer pour prendre de l'argent. Avec cette fameuse chanson de Jonas Pedro, vous vous rappelez. Aujourd'hui, nous avons des Béninois qui ont laissé toute honte de côté, qui s'affichent avec le blouson vert et qui balayent. Et ces gens, il faut que nous les respections. Parce que je vois des agents ou des citoyens qui ne respectent pas ces agents. Le monsieur est en train de balayer. Tu vois qu'il a balayé et c'est toi qui passes et qui jettes un sachet. Ou tu viens de manger, finis de manger, tu jettes un papier en même temps sur le terrain. Et dans la circulation, on continue de voir ça. Je voudrais demander aux autorités de trouver le mécanisme pour qu'on dénonce ces personnes et qu'on sanctionne durement. Parce que c'est des citoyens comme nous, mais qui ont laissé la honte de côté, qui ont laissé leur compétence de côté et qui acceptent de se revenir si bas et de faire ce travail. Maintenant, à la société, je demanderai de continuer à bien traiter les agents là. Trouver le mécanisme pour davantage bien les traiter. Parce que s'ils ne le font pas et que tout le monde refusait de le faire, personne ne le fera, ils n'auront pas d'argent. C'est évident. Donc s'il y a des gens qui ont accepté de le faire, je vous en prie, trouvez le moyen de bien les traiter. On a pu voir aujourd'hui dans Kabou-Nkavi et autres là, nos rues sont assez propres, et ça il faut l'avouer. Parakou qui maintenant rentre dans la danse, je crois que Parakou, avec les moutons avec divagation, qui défèquent à n'importe comment sur les voies, je crois qu'ils auront du boulot. Mais il faut trouver le mécanisme toujours de... C'est vrai que ça a diminué, hein, les animaux à divagation, ça a diminué considérablement. Après l'abattage décrété par les autorités communales il y a quelques années, je crois que ça a diminué un peu. Mais il faut travailler davantage à ce que ce soit totalement réglé. Et que faire en sorte que les agents qui vont faire aussi le travail, que les gens les respectent davantage, que les gens prennent l'habitude de ne plus jeter n'importe comment dans la circulation. Laurent Roland-Tononiquès, les 4 vérités parlent ce matin de ceci face à une nouvelle hausse des frais de dédouanement de l'huile végétale raffinée au Bénin. Le gouvernement est invité à revoir sa copie et uniformiser le prix du bidon de 25 litres. Oui, voilà des problèmes qu'on a toujours dénoncés, mais malheureusement, j'ai comme l'impression que nous ne prenons pas davantage la mesure des choses. C'est difficile pour les citoyens aujourd'hui déjà de joindre les deux bouts. On me dira qu'on a augmenté les salaires cette année. On a augmenté les salaires. Pas cette année. Bon, en tout cas, l'année passée, à la fin de l'année passée. Oui. On me dira qu'on a augmenté les salaires. Mais dans le même temps qu'on a augmenté les salaires, on a augmenté un certain nombre de taxes. Et quand on augmente les taxes, quand on augmente les frais de douane et autres là, les commerçants sont obligés de réajuster les prix et donc finalement on ne ressent plus l'effet de l'augmentation des salaires. Donc le gouvernement en réalité, c'est un peu comme si on ne donne pas la main de droite et on ne reprend pas la main gauche. Parce que vous faites une augmentation, mais en même temps vous augmentez les frais de douane, vous augmentez les taxes. Les commerçants n'ont pas d'autre choix. Parce qu'ils sont aussi dans un système capitaliste. Ils recherchent leur profit. Donc, ils sont obligés d'augmenter les prix de vente. Et de ce fait, le fonctionnaire auquel vous avez augmenté le salaire ne ressentira même pas qu'il y a eu augmentation de salaire. Donc, le gouvernement doit pouvoir revoir sa posture en la matière, voir comment faire pour que, quand on parle de frais de douane et autres certain nombre de choses, comment faire pour que les commerçants n'aient pas de raison suffisante pour faire souffrir les consommateurs. Le quotidien, en tout cas, qui ce matin interpelle le ministre d'État Romy Adouadaïn et sa collègue Alibatou Chadia Assouma du Commerce. Dans un autre registre, Laurent Roland-Tononiquès, avec le quotidien d'Abaro, on peut lire ce matin, Kawida, des écoliers sont entassés dans des salles de classe telle une boîte de petits pois. À Bazoupa notamment. À Bazoupa, à moins de 30 km de Cotonou. Et ça fait partie des raisons que j'ai toujours soulevées, des causes que j'ai toujours soulevées, notamment le problème de ce système éducatif. Et le Conseil national d'éducation, normalement, ils doivent être en train de lire ça, faire de bonnes propositions au gouvernement pour que
des salles de classe soient construites pour les enfants, qu'on puisse trouver des mobiliers également pour les enfants. Et d'ailleurs, même quand on dit les enfants sont tassés, ça veut dire qu'il y a un effectif pléthorique. Pléthorique, c'est ça en fait. Alors, donc, première chose à régler, d'abord, c'est la construction de nouvelles salles de classe. La mise à disposition des tables, des mobiliers, tables et bancs. Mais en même temps, parce que quand vous séparez, vous diminuez l'effectif, vous créez, vous construisez de nouveaux bâtiments, il faut le personnel enseignant. Donc, il y a 3 problèmes à régler. Construire le bâtiment, disposer de mobilier scolaire pour les enfants, table et bancs, et en même temps chercher le personnel enseignant qui doit les encadrer. Cela montre clairement qu'on a des problèmes dans le système éducatif. On a tout fait de nous faire croire que tous les problèmes sont réglés. Mais tous les problèmes ne sont pas réglés. Je continue de le dire. Il y a tellement de problèmes dans le système éducatif, mais on fait comme si... Il y a des efforts qui sont quand même qui sont faits, il faut l'avouer. Après, oui, tant qu'il reste à faire, c'est qu'il reste à faire. Les efforts sont faits. Vous parlez de quel effort? Il y a des efforts qui sont faits au jour le jour Ce n'est pas en 2023, c'est pas en 2023 que je passe sur le plateau de construction de salles de classe. Vous convenez avec moi, Laurent Roland Toninquès, qu'on n'aura jamais assez de classes pour satisfaire les zones que je connais. Vous convenez avec moi? Les zones que je connais, dont j'ai parlé, notamment pour les salles de classe, jusqu'à la date de ça n'a pas été fait. Bien sûr, et c'est le lieu justement d'appeler aussi les privés à soutenir le gouvernement parce que le gouvernement ne pourra pas tout faire. Non, mais je ne vous comprends pas. On est d'accord. Attendez, les privés vont soutenir en faisant quoi? En ouvrant leurs écoles pour les enfants? Mais non, en aidant aussi à la construction de salles de classe, par exemple. Vous parlez des privés, ok, des particuliers. Voilà. Il y a des particuliers, il y a des fondations qui le font, il y a des ONG qui le font. Justement. Donc, il faut que tout le monde participe de l'effort. Écoutez, est-ce qu'on va continuer à dire ça? Malheureusement, oui, parce que ça se passe ainsi partout. Ça se passe ainsi partout, partout dans le monde. Dans tout le monde, ça se passe ainsi. Des particuliers ont construit des salles de classe, ont donné des mobiliers à des écoles. Mais attendez, attention. La question de l'éducation est une question de souveraineté. Tout à fait d'accord. Il revient à l'État de s'investir sérieusement dans l'éducation. Absolument. Si vous continuez à dire des trucs comme ça, c'est-à-dire que vous encouragez. Parce que dans ce non, pays, attendez, on a connu quelqu'un dans ce pays qui faisait ses affaires, des affaires qui n'étaient pas aussi assez orthodoxes, mais qui allait construire des salles de classe. À ce qu'il paraît. Donc, voilà. Écoutez, et après, c'est la même qu'un conseil a dit non, que oui, il avait trop construit des salles de classe avec l'argent, tout ça. Donc, écoutez, c'est une question de souveraineté de l'éducation. Jusqu'à preuve du contraire, donc, le gouvernement doit pouvoir prendre ses responsabilités. On ne doit pas attendre des privés en la matière. Les privés peuvent venir pour aider le gouvernement. C'est ce qui est souhaité en tout cas. C'est ce qui est souhaité, mais le gouvernement doit d'abord prendre ses responsabilités. Commençons par là d'abord. Allez, ça grogne aussi, et là nous sommes toujours dans le secteur du commerce de riz notamment au Bénin. Et il s'agit de grogne contre les Indo-Pakistanais. Matin Libre, on parle ce matin. Oui, les Indo-Pakistanais en réalité, il y avait déjà un problème contre ces personnes-là il y a quelques années ici parce que ceux qui vendaient, certaines familles vendent des tissus. Ils sont censés être des grossistes. Des grossistes, et qui finalement font dans le détail aussi. Et aujourd'hui, dans la filière riz, c'est le même problème qui se pose. C'est-à-dire que au lieu qu'ils fassent soit juste les grossistes, ils sont aussi dans les détails maintenant aujourd'hui. Du coup, c'est un problème pour les détaillants. Mais même à cela s'ajoute un certain nombre de problèmes que les commerçants de riz dénoncent aujourd'hui avec les Indo-Pakistanais. Le gouvernement ferait mieux rapidement de régler ce problème-là. Parce que tous ceux qui sont dans le secteur ont besoin de vivre, ont besoin de fonctionner correctement, normalement, parce que les gens ont de grands magasins et aujourd'hui, malheureusement, remplis de sacs de riz qui n'arrivent pas à couler peut-être, ou bien ont des difficultés pour couler, ou bien il y a un certain nombre de pratiques qui les empêchent de couler les produits. Autant de choses qu'il faut régler aujourd'hui et le gouvernement ferait bien de prendre ses responsabilités. Beaucoup de choses à faire donc au niveau du gouvernement. Il s'agit de prendre ses responsabilités et dans le même temps, des nouvelles plutôt bonnes quand même, révélées par le quotidien Le Révélateur du jour. Croissance économique en Afrique subsaharienne. Le Bénin s'impose dans le top 10 des champions en 2023, Laurent. On va finir sur cette belle note. C'est une bonne nouvelle. Ce sera tout? Oui. C'est une bonne nouvelle. Croissance économique en Afrique. Non, c'est une bonne nouvelle. Oui. Vivement que la croissance s'observe dans le panier de la ménagère. Bonne journée.
Merci.